Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons en Charente-Maritime, une région surtout appréciée pour les immenses plages de son littoral, long de près de 500 km. Mais vous allez voir que ce pays bénéficie également d'un patrimoine d'une richesse insoupçonnée. Au cours de cette escapade, nous découvrirons notamment les secrets du port fortifié de La Rochelle. Puis, nous vous emmènerons visiter l'île de Ré, ses villages de pierre blanche et ses superbes marais salants. Enfin, nous nous promènerons dans les ruelles d'une minuscule ville close médiévale, posée sur l'estuaire de la Gironde, Talmont-sur-Gironde. Ce voyage, c'est bien sûr en compagnie d'authentiques Charentais, fiers de leur région et de ses traditions, que nous allons l'entreprendre. Grâce à eux, vous allez plonger dans une Charente-Maritime, parfois inattendue. Comptoir maritime stratégique jusqu'au XVe siècle, La Rochelle et son vieux port s'imposent naturellement comme la première étape de notre échappée en terre charentaise. C'est grâce au commerce du vin et du sel que la ville connaît son âge d'or à partir du Moyen Âge. À l'époque, son port attire les marchands venus de toute l'Europe. Tout le monde connaît ces imposantes tours, derrière lesquelles les protestants trouvèrent refuge au XVIIe siècle. Ce sont les derniers vestiges des fortifications dont Richelieu ordonna la destruction après le siège de la ville. C'est avec une personnalité de la ville que nous allons vous les faire découvrir. Ancien directeur de l'Office de tourisme, Jean-Luc connaît l'histoire de La Rochelle sur le bout des doigts. Passionné d'histoire, il a même transformé un bunker de la Seconde Guerre mondiale en musée, dans lequel il s'est amusé à recréer des scènes de vie de l'époque. Je suis un Rochelais clandestin. Je suis arrivé en fraude à La Rochelle en 1943. Mais j'étais gros comme ça, bien évidemment. Et donc je n'ai aucun souvenir de cette période. Mais j'étais là. Et je me suis dit, il faut que je sache ce qui s'est passé à La Rochelle pendant la guerre. Quelle a été la vie des Rochelais qui étaient là, quelle a été la vie des occupants. Et c'est toujours cela qui a été mon fil conducteur. Hein, quelle a été la vie des Rochelais au fil des siècles. Dressée face à l'Atlantique depuis près de 700 ans, c'est aux imposantes tours du vieux port que la ville doit son surnom de Porte-Océane. Elles sont aussi à l'origine de sa devise, belle et rebelle. Nous allons de l'autre côté du Chenal, dans une des tours les plus mystérieuses de La Rochelle, où Jean-Loup nous attend pour nous dévoiler quelques secrets. C'est par cette tour qui se trouve un peu à l'écart de l'entrée du port que commence notre visite. C'est ici que Jean-Luc retrouve le responsable et grand spécialiste de ces lieux, Jean-Loup Baudouin. Salut Jean-Luc. Je devrais dire monsieur l'administrateur. Eh bien, ravi. Alors, cette tour de la Lanterne, évidemment, tout le monde la connaît à La Rochelle, et je la connais bien. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'il y avait des choses que je n'avais sans doute jamais vues. Je suis curieux et impatient de les voir. Eh bien, donc on y va? On y va. On y va.
La lanterne fait office de phare jusqu'au XVe siècle, avant d'être reconvertie en prison pendant les guerres de religion. Si nous vous la recommandons, c'est parce que les détenus espagnols, hollandais et irlandais ont gravé plus de 600 graffitis sur ces murs. Un témoignage historique de très grande valeur. Je t'emmène voir les graffitis qui me touchent particulièrement. Ici, le graffiti des 4 sergents. Dans ce sombre cachot, trace d'une cause célèbre, furent enfermés 4 Carbonari, amateurs de la liberté. Ces 4 personnes conspirèrent contre Louis XVIII au XIXe siècle. La société secrète dont ils se revendiquaient, les Carbonaris, projetait de réaliser un coup d'État. Pour les Rochelais, on est ici dans la tour des 4 sergents plutôt que dans la tour de la lanterne. Alors j'aurais tendance à te dire pour les Rochelais de fraîche date. Oui. Parce que son vrai nom, c'est quand même la tour de la lanterne. Non mais en plus c'est son nom noble, je trouve que c'est le premier phare en plus construit sur la côte atlantique. Si l'histoire des 4 sergents est restée célèbre, les graffitis les plus nombreux sont dus à des marins anglais capturés au XVIIIe siècle. Sacred, William Fretty, canonnier sur le corsaire Lively. Il n'a pas eu de bol parce que il a voulu s'évader. On lui a tiré dessus et il a été abattu. Alors que vraiment peu de temps après, et je pense que c'est peut-être même pas un mois après, il y a eu 50 évasions réussies. Voilà. Alors tu vois, quand je dis que cette tour est un livre ouvert, c'est bien de la lecture dont il est question, hein, et de mur en mur, de pierre en pierre, on va de lecture en lecture. Alors de lecture en lecture, ça se fait plus ici, puisque les officiers savent lire, savent écrire, éventuellement. Et plus on va s'élever, et moins on aura d'écriture, mais plus on aura de dessin. Oui, là-haut, c'est à Lulu pour la vie. Oui, ça serait presque ça, effectivement. Comme nos 2 amis, faites l'effort de grimper jusqu'au sommet de la tour, qui culmine à 21 mètres. La vue circulaire y est tout simplement fantastique. Sur place, vous pourrez constater que Jean-Luc n'exagérait pas en évoquant des dessins nettement plus explicites. Le chemin de ronde, utilisé comme lieu de promenade pour les prisonniers, en inspira plus d'un. Évidemment, il ne fallait pas que ça rate au moins, qu'il y en ait au moins un. Alors voilà, donc... Ça en était un d'époque. D'époque, absolument, d'époque. Alors évidemment, l'un et l'autre, parce qu'il fallait bien qu'il y ait le complément. Cela dit, ils avaient rajouté un petit drapeau, un drapeau anglais ici, un drapeau français là. Évidemment, les Anglais baisent les Français. Il fallait bien que ça arrive, si. Oui. Ce sont des prisonniers, hein, quand même, donc ils n'étaient peut-être pas toujours très ravis d'être ici. Et puis, bien sûr, ils représentent quoi? Ils représentent leurs navires sur lesquels ils ont été pris. Alors, ils essaient de les représenter toujours de façon plus positive que, éventuellement, qu'amener le navire. Si on réalisait le bateau avec le nombre de bouches à feu qui sont présentes sur le navire coule avant même qu'il ait pris, qu'il ait quitté le port. À quelques mètres de la lanterne se trouvent les 2 autres tours du vieux port. L'une d'elles, la tour Saint-Nicolas, mérite elle aussi votre attention. Jean-Luc, je t'emmène maintenant dans un endroit très privé de la tour Saint-Nicolas, qui est l'endroit où on initiait des compagnons au XVIIe siècle. Alors tu vas m'initier? Écoute, je vais te montrer comment on fait. Volontiers. Quels étaient ces fameux rituels qui se pratiquaient au rez-de-chaussée de la tour Saint-Nicolas? Jean-Loup vient de piquer la curiosité de son ami. Voilà. Pour rentrer dans le temple, on va d'abord se mettre en disposition pour pouvoir rentrer. Alors, le premier graffiti, et c'est celui-ci. Tu as 3 cercles qui sont tracés au compas et sur lesquels tu mets un doigt sur chacun des cercles. Ça veut dire que tu valides, toi, le parcours, c'est-à-dire que tu acceptes ce qu'on va t'enseigner et tu sacralises le parcours. Parce que, pourquoi cette inscription est-elle si basse? Justement, c'est parce que tout acte, toute initiation, ça sert à t'élever. Si tu pars de trop haut, ça sera difficile à t'élever. Donc, il faut bien que tu partes du bas. D'accord. Voilà. Donc, le deuxième graffiti, donc, il sera un peu plus haut. Là, on le trouve ici.
Voilà encore la divinité, la Trinité rassemblée sur un graffiti qui représente là ici la descente de la divinité sur terre. Et le troisième graffiti... Au XVIIe siècle, ces pratiques sont totalement interdites. Et c'est en secret que les compagnons, des charpentiers et des tailleurs de pierre pour l'essentiel, se réunissent ici après avoir effectué ce parcours initiatique. Là, ici, pour pouvoir trouver la lumière, il faut d'abord pénétrer dans les ténèbres. Donc ici, on va pénétrer dans la tour par un couloir sombre, mais pour pouvoir trouver la lumière au bout. On pénètre maintenant dans la tour, dans la salle principale, où tous les compagnons vont être là pour t'accueillir, et on va te guider jusqu'au dernier graffiti, le 7e. Le 7e. Et le 7e représente quoi? Eh bien, une étoile, c'est l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est celle qui te guide aussi bien, elle est là, regarde bien. C'est celle qui te guide aussi bien la nuit que le jour, celle qui fait la jonction entre les ténèbres et le jour. Selon Jean-Loup, ses compagnons furent les précurseurs de notre système de protection sociale. Les compagnons fonctionnaient dans une sorte de mutuelle, c'est-à-dire que si tu avais un problème de santé, d'une part, ils payaient le médecin, et si jamais tu laissais ta famille orpheline, bien, ils prenaient en charge et les frais d'obsèques et éventuellement les besoins de la famille. Alors, à défaut d'avoir été initié, j'ai été au moins très bien renseigné. Et merci. Eh bien, écoute, en tout cas, j'en suis heureux. Cette salle ne se visite que sur rendez-vous. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire du compagnonnage, n'oubliez pas de prendre contact avec Jean-Loup et ses équipes. Eh bien, maintenant, nous partons à la rencontre de Patrick, qui connaît comme personne l'histoire des 3 bassins de La Rochelle. Avec les tours qui les gardent, les vieux bassins constituent l'autre étape incontournable de votre visite du vieux port. Jean-Luc veut nous les faire découvrir en compagnie de son ami Patrick Schnepp, fondateur du musée maritime. Eh bien, nous voilà dans le vieux port de La Rochelle. Le port de La Rochelle. Quand on dit à un Rochelais le port, il y a un port 36, c'est lui. C'est le vieux port, le port d'Aliénor, le port historique, celui grâce à qui la cité va se développer. Lorsque La Rochelle était encore un port de commerce important, les bateaux devaient d'abord passer les tours de garde qui faisaient office de barrières de péage avant de se répartir dans l'un des 3 bassins. Donc il faut abriter toutes ces richesses, quoi. Patrick et Jean-Luc pénètrent bientôt dans le bassin des grands yachts. On l'appelle ainsi depuis le siècle dernier, lorsque la navigation de plaisance et les régates firent de La Rochelle un lieu de rendez-vous privilégié des plus grands navigateurs. Alors, Josua, c'est une légende à lui seul. Ah ben Josua, premier bateau de la première course autour du monde en solitaire sans escale en 68, je crois. Et le bateau du célèbre Moët Tessier, qui était une légende vivante. C'est pas un cimetière d'épaves. Pas du tout. Là, on rentre dans le domaine où nous accueillons les yachts classiques. Alors, on a ici quelques très très beaux éléments, qui sont des bateaux qui sont donc accueillis au musée en raison de leur qualité patrimoniale et qui, pour stationner au musée, doivent être en très bon état d'entretien et participer à 3 des régates que le musée organise avec le Yacht Club Classique tous les ans. Parce que ce qui garantit l'état d'un bateau, en fait, un bateau c'est une machine, que ça se met à l'épreuve, il faut que ça travaille. Alors ça, c'est des bateaux qui ont marqué l'histoire. On a Christina en face, il a fait les grandes courses du Fastnet, les grandes courses du Rorke. Alors là, on a Notre-Dame-des-Flots, 3 tours du monde, et à couple, le Viola, qui est une petite merveille, construite en 1908, par l'architecte d'ailleurs du célèbre Pentwick. Donc ici, finalement, ces bateaux-là évoquent assez rapidement des tas de gens célèbres dans le monde entier, quoi. Qui dit yacht prestigieux, dit forcément restauration pour entretenir et sauvegarder ce patrimoine remarquable.
Exceptionnellement, Patrick et Jean-Luc nous proposent de jeter un œil dans l'un des derniers ateliers artisanaux du Vieux-Port. C'est un des rares et derniers chantiers qui restaure les bateaux en bois, les ancêtres de nos bateaux de plaisance. Tu vois, là-bas, on a Petit Salé, là, qui est un petit bateau merveilleux, un petit yacht classique qui est en cours de restauration. C'est un bateau unique, classé au titre de monument historique et qui est refait nickel. Quand tu dis un bateau classé au titre des monuments historiques, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend d'abord que c'est une rareté. Autrefois, on fabriquait des bateaux en bois, on n'en fabrique plus. C'est des bateaux qui ont disparu pour la plupart, et il en reste quelques-uns qui, en fonction de leur intérêt, de leur rareté, sont classés. À partir de ce moment-là, ça devient des trésors nationaux. On ne peut plus les revendre à l'étranger. Par contre, on les restaure suivant les règles de l'art, et on a des aides de l'État et des collectivités locales. Donc ça permet de sauvegarder notre patrimoine. Si tu veux, on va aller de l'autre côté, puis on va monter sur le pont, tu vas voir la qualité du boulot. C'est vraiment là, on est vraiment dans une recherche dans le détail. C'est vraiment un petit travail d'exception quoi, pour un petit bateau qui mérite ça. Une fois restauré, ce Petit Salé fera un superbe bateau de plaisance que vous pourrez admirer lors des régates ou des rassemblements d'anciens voiliers de La Rochelle. C'est un vrai petit bonheur parce que tu as le bonheur esthétique aussi, pour toi et pour les autres. Les gens se détournent pour voir passer ce genre de petit bateau. Le restaurateur, c'est pareil, lui, il prend des bois précieux, chaque pièce est faite au millimètre. Il fait un boulot extrêmement précis d'orfèvre, c'est très valorisant comme métier. Et puis le propriétaire, lui, il a pas le bateau de Monsieur Tout-le-Monde. Alors évidemment, il y a beaucoup plus d'entretien, peinture, vernis, parce que ça mérite d'être nickel. D'ailleurs, au musée, les bateaux classés stationnent gratuitement, à condition qu'ils soient parfaitement entretenus et qu'ils sortent régulièrement faire des petites régates. Mais l'héritage architectural et maritime de La Rochelle n'est pas la seule merveille que Jean-Luc veut nous faire partager. À seulement quelques kilomètres de là, un décor radicalement différent vous attend, le marais Poitevin. Ce poumon naturel de la région s'étend sur 100 000 hectares. La partie la plus sauvage est surnommée la Venise verte, un joyau que Jean-Luc veut nous présenter en compagnie de son ami Jean Lessène. Allez, on embarque. Je me mets là. Hop. Jean est un ancien agriculteur qui a vu le jour dans ces marais qu'il connaît comme sa poche. C'est à bord d'une plate, une barque traditionnelle à fond plat, que les deux hommes vont explorer cet immense labyrinthe végétal. Cette région s'appelle le marais Poitevin, mais est connue surtout sous le nom de Venise verte. Alors Venise verte, évidemment, Venise, les canaux et les kilomètres de voies navigables. Verte, alors verte les frondaisons, mais verte les lentilles qui forment de véritables tapis végétales à la surface de l'eau. Cet écrin de verdure fut entièrement aménagé par les moines des alentours, qui furent les premiers à comprendre qu'ils pouvaient tirer parti de ces richesses naturelles. Ce sont eux qui creusèrent ces canaux, utilisés comme route fluviale jusqu'au siècle dernier. Les agriculteurs les empruntaient pour se rendre dans leurs champs. Une époque que Jean a bien connue. Quand j'embarquais mon tracteur sur le port pour aller dans certains terrains, il me fallait 2h30. Et Concorde avait fait le trajet Paris-New York. Alors attends, t'embarquais ton tracteur sur des plates comme ça? Sur les plates, oui. Des grosses plates, évidemment. C'était les plates qui servaient à embarquer les vaches, les chevaux, Ouais. le foin. Ouais. Quelles étaient les cultures Alors, les cultures, jusque dans les années 1960, 70, même 80, je dirais. Hein. La principale culture était la culture de Mogette. La mojette. La Mogette. La mojette piate. La Mogette piate. La Mogette du Marais. Alors la mojette, c'est le... Le haricot blanc. Voilà. Voilà. Alors là, c'est pour l'élevage actuellement. C'est pour l'élevage. Aujourd'hui, la grande partie du Marais, c'est de l'élevage. Il y a encore, rassure-moi, des champs de mojettes. Non. Oh. Non. Oh, mais t'aurais dû me préparer à cette annonce.
Dans ce décor étonnant se produit depuis toujours un phénomène naturel qui effraya longtemps les habitants du Marais. Par temps chaud, de petites flammes bleues apparaissent à la surface de l'eau. La nuit venue, quand les ténèbres recouvrent ce marais, il y a des manifestations étranges. Il y a des feux follets, il y a des lueurs qui se promènent. Là, c'est des esprits, c'est des revenants. Des revenants, appelons-le comme on voudra. Hein. Bon, c'est pas si exigeant que ça. C'est ni plus ni moins que le méthane, la décomposition des végétaux qui sont dans ce fond, qui forment du méthane, et c'est le méthane qui brûle en surface lorsqu'on l'allume. Allez, tu me fais des bulles? Ben, je pensais pas que ça faisait autant de flammes. Ça m'étonne pas que ça ait effrayé les villageois. Ah, ça fait de belles flammes. Ces Hein. feux follets. Un canard. Un peu plus loin là-bas. Voilà encore un rêve qui est dissipé par la connaissance. Avouez que ce serait dommage de venir à La Rochelle sans pousser jusqu'à cette Venise verte enchanteresse. En attendant, c'est vers de tout autre marais que nous vous emmenons maintenant, pour notre deuxième étape de cette excursion en Charente-Maritime. Bienvenue sur l'île de Ré, considérée à juste titre comme l'une des plus belles pépites du littoral français. Un site à découvrir absolument au cours de votre voyage. Surnommée Ré-la-Blanche pour ses maisons aux façades immaculées, cette île est réputée pour sa douceur de vivre. Ses plages de sable fin, ses ports de plaisance et ses immenses marais salants rencontrent autant de somptueux décors dans un minuscule périmètre pour le plus grand bonheur des visiteurs. C'est un authentique rétais qui nous guidera tout au long de notre périple. Daniel est l'un des plus grands chefs locaux, connu pour n'utiliser que des produits du terroir. Chaque matin, cet enfant du pays aime faire les courses au marché de la Flotte en Ré, l'un des plus beaux de France. Donc les crues, fleurs de sel et puis rouler dans la cendre après fabrication. Fleur de sel de l'île de Ré. Oui, bien sûr. Ouais. Je repasse, ça m'intéresse. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce virtuose de la gastronomie passe la majeure partie de ses journées en cuisine, où il prépare la spécialité qui a fait sa renommée, le bar en croûte. Et voilà. On peut y aller pour la numéro 5. C'est bon. Vas-y, tu mets sur le passe. Voilà. Si vous ne devez visiter qu'un seul village sur l'île, Daniel vous conseille celui d'Ars-en-Ré. Sans aucun doute le plus emblématique, avec son fameux clocher qui offre une vue imprenable sur l'océan. Salut Daniel. Bonjour Julien. Ça va? Ah, super. Julien Hamelin est un jeune guide du village. Daniel compte sur lui pour apprendre de nouvelles anecdotes sur cette île qu'il aime tant. Alors Daniel, toi qui es d'ici, tu sais pourquoi... Ouais, t'as vu, hein? Ouais. Tu sais pourquoi il est noir et blanc, le clocher? Ah, tout à fait. C'est un amer pour les bateaux. C'est un repère pour les bateaux, naturellement, en mer, et qui savait que le clocher d'Ars était donc à cette extrême pointe nord de l'île de Ré. Mais je sais pas si tu sais, mais c'était pas le seul clocher de l'île Pas tout à fait, non. à être peint voilà, en noir et blanc. Il y avait aussi le clocher de Sainte-Marie, les petits clochetons à Saint-Martin, la façade de l'abbaye des Châteliers à la Flotte. Et c'est le service des phares et balises qui s'occupe de l'entretien des bouées, des phares, des amers, qui avait décidé de peindre les clochers de l'île, qui servaient déjà d'amers sans être peints, mais de les peindre en noir et blanc pour les rendre plus voyants en fait. Ça a duré un siècle, hein, jusqu'en 1953-54, jusqu'à l'arrivée en fait des moyens de communication modernes, hein, les radios, les radars. Et le service des phares et balises a décidé d'arrêter de peindre les amers de l'île de Ré en noir et blanc. Et donc tout simplement, c'est les habitants d'Ars qui ont décidé de repeindre leur clocher quand il a perdu ses couleurs. Ils ont organisé des kermesses
tu sais, là, comme à l'école, là, pour Bien les sûr. enfants, Oui, oui. pour récolter des fonds. Et ça sert toujours de point de repère. D'ailleurs, on a beaucoup de touristes hein, qui nous le disent et qui disent, même en vélo, ça nous sert. Dès qu'on voit au loin, on sait qu'on arrive à Voilà, Ars. voilà. On sait qu'on arrive à Ars. Nous poursuivons notre découverte d'Ars-en-Ré dans ses venelles pavées, avec ses maisons blanches si caractéristiques de l'île. L'une d'entre elles fait cependant exception à la simplicité de l'architecture locale. C'est l'ancienne demeure du sénéchal. Tu sais qui était le sénéchal? Non, pas du tout. C'était le seigneur en fait d'Ars, enfin de l'île d'Ars et de l'île de Loire. Et cette demeure en fait. Très belle architecture. Ah oui, alors c'est une architecture style Renaissance, hein, Ah, la belle petite tour aussi, là. Hein. avec les petites échauguettes, on appelle ça des échauguettes. Oui. Et tu as dû remarquer, mais sur l'île de Ré, on ne retrouve pas ce style-là ailleurs, hein, c'est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, cette maison est inscrite au monument historique depuis 1925. Et donc, Sur, les étages, on n'avait pas beaucoup d'étages sur l'île de Ré. Voilà, et en fait, là, tu remarques que cette maison a 2 étages, Oui. et c'était pour symboliser la richesse de son propriétaire. À quelques pas de cette demeure se trouve une ruelle que Julien vous suggère tout particulièrement, car elle raconte à elle seule tout un pan de l'histoire du village. Ah, Daniel, tu as remarqué le nom de cette venelle, Cinquin. Est-ce que tu as une petite idée d'où ça Pas du pourrait tout. venir? Par contre, je me rappelle que les rues étroites, c'était des rues les pêcheurs habitaient entre eux, c'était les maisons très groupées et permettaient de se protéger du mauvais temps et de la tempête. Effectivement, ouais. Et donc le nom Cinquin, en fait, qui est donné à cette venelle, vient du fait que, comme tu le vois, hein, c'est très fleuri. Et à l'époque, avant que ce soit des fleurs, hein, du temps du sénéchal, les riverains faisaient leur potager dans la venelle. Et vu que c'était sur le domaine public, il y avait un impôt qui était demandé, par le sénéchal, qui représentait en fait 1/5 de la production du potager. Voilà l'histoire. Voilà d'où le nom Cinquin. L'autre intérêt de choisir Ars-en-Ré pour découvrir l'île de Ré, ce sont les immenses marais salants qui entourent le village et qui vous réservent des promenades inoubliables. Le sel était autrefois l'or blanc de l'île. C'est grâce à lui qu'elle prend son essor dès le XVe siècle. Son exploitation atteint jusqu'à 30 000 tonnes par an à son apogée. C'est alors la principale ressource de revenus des Iliens. Aujourd'hui encore, ces marais salants représentent près de 20% du territoire de l'île. En vous y promenant à pied ou à vélo, vous rencontrerez peut-être Loïc Picard, un ami de Daniel. Loïc fait partie d'une famille de sauniers qui se succèdent de père en fils depuis plusieurs générations. Salut Daniel, Bonjour Loïc. ça va? Bon, la récolte est bonne? Ouais, ça va, la saison se termine là. Oui, c'est un peu la fin là. Ouais, c'est la fin. T'as vu le temps, ils annoncent de la pluie, donc s'il pleut, ça va fondre le sel parce que ça va diluer la concentration en sel dans les carreaux. Et donc on risque de perdre la récolte. Si tu veux, je vais continuer à travailler pendant qu'on discute. Si tu veux, tu me donnes un petit coup de main. Je te donne un coup de pour main. monter Je vais prendre le souverain. l'état, ouais. Ok. Ah, il y a des beaux cristaux là, dis donc. Ouais, c'est joli, c'est Ah ouais, c'est beau là. vraiment des cristaux qui sont bien Ouais. formés en fin de saison. Ils mettent Ouais. du temps à se former et c'est des vrais petits cubes. En fait, l'eau douce évapore et le sel n'a plus de place dans l'eau et donc il n'a pas d'autre choix de cristalliser. Par contre, la fleur de sel qui cristallise à la surface de l'eau, elle a besoin de soleil, de vent, mais surtout pas d'humidité. Elle fige comme de la glace sur... Les grains vont cristalliser à la surface et vont flotter à la surface. C'est pour ça qu'on appelle ça la fleur. Hein. Bah, la fleur, c'est parce fleur que d'eau. c'est parce À que fleur c'est d'eau. à fleur d'eau et parce que Oui. c'est fin. Avec le simoussi, je vais à borner, c'est-à-dire que je vais faire un tas dans l'eau, de façon que le sel s'égoutte une première fois dans le bassin. Et toi, bah, je vais te proposer de le remonter avec le souverain sur le chemin, de façon qu'il s'égoutte le plus possible pour après le transporter. Alors ça, je sais faire parce le que sel. Tu l'as déjà fait? j'ai fait ça quand j'étais tout petit avec mon grand-père. D'accord. Donc dans les marais de Saint-Clément. Et ben voilà. tu Bah vois. écoute, je vais faire ça avec grand plaisir. Il y a des beaux cristaux, hein. Chaque été, Loïc récolte en moyenne 60 tonnes de sel sur son exploitation, dont seulement 5 à 10% de fleurs de sel. Joli ça. Plus qu'un métier,
l'exploitation de ces marais est surtout un art de vivre. Je comprends que t'as mal au bras en fin de soirée. Hein. Tu l'as déjà goûté un petit peu là. Oui, mais il n'est pas assez à goûter. On va le laisser une demi-journée, voire une journée, de façon qu'il soit sec, pour ne pas avoir un sel humide et lourd à transporter. Et puis peut-être que le fait d'être égoutté, il reprend sa couleur naturelle. Parce qu'il il est un petit peu rose. Bah, il va est blanchir rose. en séchant peut-être, non? En fait, dans l'eau, il y a une petite algue qui est présente et qui lui donne cette petite teinte rose. Ah oui. Et lorsque le sel va sécher, cette petite algue va disparaître. Quand on sent le sel comme ça sent la violette. Avec les arômes. Oui, ça sent la violette parce que c'est cette petite algue qui est présente dans l'eau Oui. qui donne C'est vrai que ça sent très très bon. une odeur florale Il y a des arômes. au sel. Ouais. Et c'est cette petite algue qui est présente dans les eaux salines qui apporte la couleur rose au flamant rose. Ah oui. Alors, mais ici, on n'a pas de flamant rose, on a des cuisiniers en rose qui récoltent du sel. Ah, mais je te remercie. Vous l'avez compris, les marais salants de l'île de Ré forment un décor naturel dont la palette de couleurs s'étend du vert pâle au rouge intense en fonction de la salinité de l'eau. Pour les visiteurs, c'est donc la promesse d'une balade de toute beauté. Ces paysages seront aussi l'occasion d'une rencontre avec une autre spécialiste de l'île, l'huître de Ré. Lors de votre balade, vous trouverez sans peine des petites cabanes où déguster ce coquillage dans un cadre idyllique. Grand amateur des huîtres rétaises, dont il régale ses clients, Daniel apprécie surtout celle de son ami Franck Moreau, ostréiculteur près de Trousse-Chemise. Salut Daniel. Salut Franck. Ça va? Bien, je viens chercher mes huîtres. Ben regarde ce que je t'ai préparé pour te montrer un petit peu ce que c'est je t'ai joli, mis. ça. Pour déguster un merveilleux produit comme celui-là, je vais prendre quelques secondes, t'inquiète pas. Je vais te faire goûter ça, tu vas voir. Ouais. Là, je t'ai mis de la 2 et puis Ah, c'est beau ça. la 2, puis j'avais quelques plates là, tu vois, qui viennent d'ici. Ouais. Et je t'ai mis ça. Tu manges quoi, toi? Pain beurre? Pas beurre. Le citron, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça enlève le goût de l'huître. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est le goût de l'huître avec l'eau. Ouais. Voilà, ça, c'est le plus naturel possible. Tiens, je vais commencer par celle-ci. Ça, c'est beau, ça. Celle-ci, elle est belle, ouais. Ah, ça, regarde. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très creuse. Puis tu vois, elle est bien grasse. Voilà. Pas laiteuse, contrairement à ce qu'on regarde, peut penser. regarde. C'est encore vivant, tu vois. C'est vivant. Ouais. On dit qu'une huître, ça stresse, c'est vrai? Ah bah, si elle n'est pas dans les conditions optimum d'élevage, ouais, elle va stresser, ça va se caractériser, tu sais, elle va moins pousser, elle va devenir boudeuse, ce qu'on appelle les huîtres boudeuses. L'emplacement de la cabane de Franck vous donnera l'impression de vous régaler à l'autre bout du monde. Depuis la plage de Trousse-Chemise, vous apercevrez peut-être ces parcs à huîtres qui se découvrent à chaque grande marée comme aujourd'hui. Daniel en profite d'ailleurs pour accompagner son ami afin d'en apprendre un peu plus sur l'exploitation du précieux coquillage. Puis là, tu vois, on va aider les gars parce qu'on a quelques poches à tourner. Oui. On va aider Julien. Et ça consiste à quoi de lever les poches alors? Bah, tu vois, regarde, en fait, là, on les tourne. Oui. Parce qu'en fait, là, elles sont sales sur le haut. Oui. Et tu vois, ça colmate un petit peu les mailles. Ça manque d'air? Non, ça étouffe. Non, c'est pas que ça manque d'air, c'est que le courant, il passe moins bien. Ah, et oui. comme en fait, c'est le courant qui amène la bouffe à l'huître, oui. Si tu as moins de courant dans les poches, tu as moins de bouffe qui arrive dans les poches. Et tu vois pourquoi on les, on les tourne? Le phénomène. Voilà, parce que là, le verre, il ne se développe que s'il y a de la lumière. Okay. Donc après, le verre, là, il va se retrouver en dessous. Toi, tu la mets à surchamp, tu secoues. Là, il n'y en a pas non plus, c'est bien. Et là, le verre va disparaître? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Là, pareil, tu démailles là-bas. Hop. Alors là, il y a un picot, là. Il faut le sortir du picot. Tu sors du picot, tu mets sur champ. Ah, là, il y en a collé. Et voilà. Exposées à la houle qui renforce leur coquille, les huîtres se développent dans le parc pendant 3 à 4 ans. Mais les ostréiculteurs ne disposent que de très peu de temps entre chaque grande marée pour prendre soin d'elles. Tiens, regarde, vois ça? Ça, c'est une plaie pour l'ostréiculture, ça. Ça, c'est des bigorneaux-perceurs. C'est une trompe, là. Ça sort une trompe par cette espèce de conduit, là, oui. Et ça perce la coquille d'huître. Et une fois que ça a percé la coquille d'huître, ça te bouffe
le coquillage qui est à l'intérieur, quoi. Et après, hop, la coquille, elle reste ouverte. La coquille s'ouvre, mais il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Lui, il a tout bouffé. Bientôt, les parcs seront à nouveau recouverts par la mer jusqu'aux prochaines grandes marées. Daniel, à plus. Hein? Merci encore. On va faire bon usage de tes huiles. Ben, j'en doute pas. Ciao, bon courage. Il est temps pour Daniel de retrouver ses fourneaux. Mais si vous souhaitez accéder à cet endroit magique, sachez qu'il existe une digue aménagée qui surplombe ces parcs à huîtres. Nous quittons désormais l'île de Ré pour la 3e étape de ce voyage en Charente-Maritime. Direction le sud du département pour découvrir un minuscule village hors du temps. Beaucoup moins connu que La Rochelle ou l'île de Ré, Talmont-sur-Gironde est certainement le plus beau village de Charente-Maritime. C'est à ce titre que nous tenions à vous y emmener. Cette fois, c'est un Charentais d'adoption qui sera notre guide. Jean-Jacques a eu un vrai coup de foudre pour ce village il y a 18 ans. Viticulteur et passionné de patrimoine, il s'est donné pour mission de relancer un vieux cépage tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, son plus grand plaisir est de vanter les mérites de son village et de la production viticole locale aux visiteurs de passage. Pour nous présenter Talmont, Jean-Jacques a décidé de se faire épauler par une jeune guide qui s'est elle aussi prise de passion pour ce concentré de charme, Gaëlle Lucaso. Ça va, merci. Ça boum? Eh oui. Alors, je t'ai donné rendez-vous ici. À ton avis, pourquoi? Parce que nous sommes rue Édouard Ier, roi d'Angleterre, le fondateur de la cité fortifiée. Édouard Ier, en arrivant sur ce site, a eu un véritable coup de foudre. Coup de foudre, d'accord, mais pas simplement sentimental. Je crois quand même qu'il avait compris l'intérêt stratégique de cet endroit qui est une véritable vigie sur l'estuaire. Alors là, on arrive place de la Prieauté, qui est le centre du village. Prieauté, ce serait un mot qui voudrait dire prévôté, certainement. C'est un clin d'œil à l'histoire, c'est tout récent, bien sûr. C'est là que les troupes manœuvraient. Exactement, c'est la place d'Armes. La place d'Armes, oui, tout à fait. On voit ici l'immense, le magnifique tilleul centenaire. Il est superbe. Classé parmi les arbres remarquables de Charente-Maritime. Tu sais qu'il est le symbole des amours éternels? Ah, ça je ne savais pas. Symbole aussi de féminité et de clémence. Ah, alors il a toute sa place ici. Tout à fait. Il paraît que même les visiteurs peuvent être imprégnés de ses qualités. Ah. Jean-Jacques, juste à gauche, là, un petit trésor de Talmont que peu de touristes voient puisqu'il est assez bien caché. C'est un puits monolithe. Il a une particularité encore, ce puits, c'est que c'est un puits partagé entre deux espaces. Donc on pouvait y accéder des deux côtés, c'est-à-dire par la venelle, et le propriétaire du terrain pouvait accéder par son mur. Exactement. Tout à fait. Alors ce que je sais avec ces puits, lorsque la margelle avait été usagée par les Sceaux, ils inversaient la margelle et c'était reparti pour 100 ans de plus. Du développement durable, avant l'heure. Absolument. Superbe. Gaëlle et Jean-Jacques descendent maintenant vers le petit port du village, autrefois réputé pour sa pêche à l'esturgeon. C'est presque par hasard, après le passage d'une princesse russe, que l'exploitation du caviar devient la principale activité commerciale de la région. Tu connais la petite histoire de la princesse? Mais j'en ai entendu parler, effectivement, une princesse russe, c'est ça? Cette princesse russe qui fuyait la révolution de l'époque, 1917, elle s'est aperçue que lorsque les pêcheurs revenaient de la pêche à l'esturgeon, eh bien, ils éventraient les femelles, prenaient les œufs et les donnaient à manger aux poules et aux canards. Sacrilège. C'est ce qu'elle a dû penser très fort et ce qu'elle a dû dire. Et elle leur dit, arrêtez. Oui. À un moment donné, elle dit, c'est pas possible. Dans mon pays, ces œufs, on les prépare. Elle leur explique que ça fait un mets délicieux et le nom de caviar est divulgué. Les pêcheurs locaux apprirent à tirer le caviar de l'esturgeon grâce à un spécialiste envoyé par la princesse. Ce mets de luxe attira des amateurs venus des 4 coins de France qui le dégustaient dans cette auberge. Mais l'exploitation du caviar prit fin en 1982 lorsque l'esturgeon fut classé parmi les espèces protégées.
Au XIIIe siècle, Talmont-sur-Gironde était une citadelle close, entièrement fortifiée. Ses rues étaient toutes perpendiculaires afin de pouvoir prendre l'ennemi à revers en cas de siège. Il reste quelques traces de ce passé militaire que Gaël veut montrer à Jean-Jacques. À l'extrémité du village, les vestiges de la Tour Blanche rappellent la présence d'une place forte qui contrôlait l'estuaire de la Gironde. C'était la plus grande tour et de là, les militaires pouvaient surveiller et scruter l'horizon et surtout faire payer la taxe sur le droit de passage dans l'estuaire, ce qu'on appelait la coutume à l'époque. La coutume, d'accord. Voilà. Et du coup, il y avait une plateforme sur laquelle reposait une petite artillerie pointée vers l'estuaire. Et si les bateaux ne s'arrêtaient pas, je pense qu'ils faisaient en sorte qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Ils étaient bombardés. Complètement, oui. Gaël et Jean-Jacques se dirigent ensuite vers le point d'orgue de la visite, l'église Sainte-Radegonde, édifiée au XIIe siècle. La princesse Radegonde, femme de Clotaire, fonda le premier monastère de femmes en Aquitaine. La tradition lui attribue de nombreux miracles à l'origine de sa renommée exceptionnelle. Ainsi, les marins la priaient en mer dans l'espoir de revenir sains et saufs. On rentre dans le cimetière marin par excellence, puisqu'on est sur un espace maritime. Et la particularité du cimetière de Talmont, c'est qu'il a une partie qui est consacrée aux protestants, toute la partie de gauche, et puis toute cette partie-là est consacrée aux catholiques. Et puis tu sais aussi peut-être que les protestants ont été autorisés à être enterrés dans les cimetières qu'à partir de 1850. Donc c'est assez récent. C'est assez récent. Ouais. Et j'ai des remarques très souvent de visiteurs qui me disent que le cimetière est laissé à l'état sauvage, n'est pas entretenu. Mais en fait, c'est une volonté de laisser les plantes... notamment les fameuses passeroses, les roses trémières, pousser librement. Et je trouve que ce cimetière a quelque chose, sans vouloir choquer, de vivant. Avec ses nombreux tombeaux vides en hommage aux marins disparus, ce cimetière est unique sur la côte atlantique. En arpentant ses allées, un petit conseil, faites bien attention où vous mettez les pieds. Regarde Jean-Jacques, tu sais ce que c'est ça? Je sais pas, on a l'impression que c'est un morceau de quelqu'un. Il a une drôle de forme. Eh bien c'est un os. Non. Oui, c'est un os provenant d'un squelette humain forcément, puisque le cimetière faisait le tour de l'église à l'origine. Comme tous les cimetières d'ailleurs de campagne. On enterrait les gens autour de l'église, plus près de la maison de Dieu. C'était tout à fait logique à l'époque. Et ça arrive souvent, ça, oui. d'avoir un... Si tu regardes bien, tu verras d'autres ossements. Mais là, on a l'impression qu'il y en a encore un. C'en est un, oui, ça oui. Mais c'est dû au sol calcaire. Et là aussi, regarde, là, il y a des petits... Je sais pas, c'est étonnant. C'est dû au sol calcaire qui fait que ça remonte, en fait, dû à la sécheresse aussi. C'est assez émouvant. L'entrée de la façade nord de l'église Sainte-Radegonde est vraiment de toute beauté. Son tympan richement sculpté présente de multiples allégories datées du XIIe siècle. C'est la lutte du bien contre le mal, voilà, c'est ça? Ce qu'on appelle la psychomachie, la lutte entre le bien et le mal. Le mal étant représenté par les animaux féroces qu'on peut voir ici, les dragons, gueules béantes. Il y a tout un message complet sur la condition de l'homme sur Terre. Donc ce combat entre le mal et le bien au quotidien. Les hommes se portent les uns les autres. Voilà, on a une différence de couleur entre la pierre qui est un peu jaune et la pierre qui est complètement rongée par le sel. On voit bien les restaurations dans les années 1950 à peu près. Cette iconographie n'est pas la seule richesse de Sainte-Radegonde. L'intérieur de l'église révèle lui aussi d'autres histoires bien plus pittoresques qui n'ont plus de secret pour Gaël. Tu vois, ici, tu as un chapiteau assez remarquable qui retrace la légende de Saint-Georges. Tu sais, qui terrasse le dragon. Le dragon, tout à fait. Pour sauver la princesse qu'on voit ici, qui est habillée avec une grande robe, des grandes manches. Sur la gauche?
Oui, le détail de la robe a toute son importance, la robe que porte la princesse, puisque cette robe, on sait qu'elle était très à la mode dans la deuxième moitié du XIIe. Donc à partir de là, on sait que le chapiteau lui-même date de cette période-là. Et on peut ainsi aller plus loin et dater l'église entière, puisque les chapiteaux étaient d'origine, on n'y touchait pas. D'accord. Salut à toi. À bientôt, au revoir. Après la visite de cette belle église romane, je vous propose une autre découverte, celle de la pêche au carlet, une pêche traditionnelle pratiquée par les femmes de marins-pêcheurs. Jean-Jacques nous emmène sur le carlet d'Odette Fouquet, une jeune retraitée, elle aussi charentaise d'adoption, qui s'est passionnée pour ses cabanes sur pilotis. Bonjour Odette, comment Bonjour allez-vous? Jean-Jacques. Ça va bien? Il fait beau, alors ça va. Vous êtes là depuis un certain temps? Ah oui, quand même. Bon, vous avez déjeuné là? Ah non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Dimanche, oui. Bon, Mais le temps n'était pas très favorable aujourd'hui, non. bon. Et alors, ça y est, vous avez déjà mis le filet? Oui, juste. Eh, il est bien équilibré, hein. Par contre, et on sent le courant, hein. C'est le plus gros problème. Ah oui, on sent le équilibrer le contrepoids et ça. Ah, mais c'est sûr. Alors, Odette, j'ai pris quelque chose? Il n'y a rien, vous pouvez descendre. Il n'y a rien du tout? Rien, que du vent. Bon, mais déjà, prendre du vent, c'est déjà pas mal. Ouais, et de la salade. Ça, c'est des algues. C'est des algues. Cette pêche-là, elle remonte à quand, cette pêche au carlet, là? C'est pas si vieux que ça, hein, de 1800 et quelques, c'est pas vieux. Avant, c'était les dames qui allaient à la pêche. Les femmes. marins? Les femmes, ils étaient agriculteurs, ils étaient comme... Il n'y avait pas de cabane, il n'y avait que la passerelle. Les femmes venaient pêcher pendant que les messieurs étaient dans les champs à travailler. C'est la femme qui venait pêcher. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Et est-ce qu'ils arrivaient à en vivre? Oui. Avant, ils avaient Ah, d'accord. Avant, ils avaient beaucoup plus de poissons qu'à l'heure actuelle. Mais bon, ça c'est général, c'est pour tout le monde. Et ils pouvaient mangeaient. subvenir aux besoins du foyer avec cette pêche? Oui, ils mangeaient beaucoup de poissons. Parce que maintenant, c'est devenu une pêche très aléatoire. Maintenant, c'est la pêche du loisir, c'est la pêche du hasard. D'abord, il faut prévoir le repas. Boire un petit coup avec les copains? Voilà, c'est le côté sympathique. Voilà. Odette aime inviter des amis sur son carlet pour déguster les produits de sa pêche. Au menu, des maigrettes ou des bars, mais aussi des crabes et des crevettes grises. Ces dégustations sont toujours de grands moments de convivialité. Et d'ici, on se croirait dans le poste de pilotage d'un bateau. Hein, on est vraiment... Mais on est à l'abri. Mais on est à l'abri, effectivement. Il n'y a pas de roulis. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de roulis, contrairement du bateau. Mais il y a le mouvement de la mer, le côté un peu tempétueux de l'estuaire et ce calme, cette sérénité qu'on a ici. Ça a encore changé de couleur depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est super. C'est les couleurs que j'aime. La mer, ce cuivre. Ah ouais, c'est chouette. C'est super. C'est joli. Ah, hein. c'est super. Pour terminer cette visite en Charente-Maritime, je vous propose de quitter notre village, de traverser la baie, d'aller à Méché et de découvrir une habitation troglodyte, mais pas n'importe laquelle, celle de mon ami Titou. C'est donc une visite insolite que Jean-Jacques nous propose pour terminer ce voyage en Charente-Maritime. Si vous avez la chance de naviguer le long des falaises de Méché, vous apercevrez forcément ces maisons troglodytes creusées à même la pierre. Mais très peu de touristes peuvent y pénétrer. Grâce à Jean-Jacques, vous allez avoir cette chance. Car l'une de ces maisons appartient à son ami Henri Cartron. Mais dites donc, on s'embête pas ici. Bonjour Jean-Jacques, ben non. Depuis le temps que je vais passer. Le dimanche, jour de Ah, fête, puis, ça va, il y ça a va. eu, il y a- Ben voilà, comme tous les dimanches et parfois les jours de fête, eh bien voilà, on reçoit les amis, on prend un petit apéritif amélioré, on va dire. C'était le but des grottes, d'être un lieu de rencontre, de convivialité, de se retrouver entre amis ou avec la famille aussi. C'est super. On peut jeter un œil à l'intérieur? Bien sûr. C'est sympa, merci. J'y vais? Vas-y, rentre. Et voilà, Jean-Jacques. Eh bien, écoute, on a fait quelques travaux, je suppose. Voilà, tout à fait. Parce que tu vois, le plafond était à peu près à cette heure-ci. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Donc, on a reburiné le plafond. C'est étonnant parce que c'est ce qu'on appelle du calcaire maastrichtien. C'est un calcaire qui a plus de 65 millions d'années, ça. C'est quand même assez émouvant, non? Ouais. C'est étonnant. Mais je peux te dire que ce calcaire, il est dur aussi. Hein, parce que pour faire le placard et les trous,
Eh bien... Ah, c'est toi qui as fait ça? C'est moi qui ai fait ça, oui. Ces cavités creusées dans la roche ont toujours été occupées depuis l'époque gallo-romaine. Naufragés, brigands, pilleurs d'épaves ou familles persécutées, tous s'en servaient comme refuge. Jean-Jacques remarque d'ailleurs une trace émouvante du passage de certains d'entre eux. Tiens, mais dis donc, c'est étonnant cette excavation-là. On a l'impression que c'est un bénitier. Mais écoute, ça réconforte tout à fait ce que je pensais, parce que ça a été des lieux de refuge pour les protestants. Enfin, Ça aurait à voir avec la révocation de l'édit de Nantes, avec les protestants pourchassés, massacrés, et qui se réfugient dans les grottes. J'ai lu ça. Et il paraît qu'il y avait pas mal de protestants qui s'étaient réfugiés là. Et alors, ils auraient donc continué à pratiquer leur culte. C'est assez émouvant quand même, si c'est vrai. Ça s'est toujours dit, ça, que les protestants venaient se réfugier dans les grottes. Ouais, c'est très étonnant. Oh, quel point de vue, c'est superbe. Vraiment, entre ciel et mer, hein. C'est magnifique. Tu vois, là, Jean-Jacques, on doit être dans la partie la plus large de l'estuaire. Ça doit faire 11 ou 12 km, je crois. En fait, oui, c'est ça. Non, c'est ça. T'as 11 km en face. Et puis aussi, t'as vu l'eau, la couleur de l'eau de l'estuaire et l'eau de la mer qui rentre. C'est la mer montante. L'eau de la mer est claire et l'eau de l'estuaire qui est ici. Limoneuse. Ah, voilà. Hey. C'est un bel endroit. Hein. C'est vraiment un bel endroit. Grâce à cette balade en terre charentaise, vous savez désormais que l'intérêt de ce département si apprécié des touristes ne se limite pas à ces immenses plages de sable fin. La Charente-Maritime, c'est aussi un panel de trésors historiques, architecturaux et sauvages. Autant de lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie.